BFM Business, BFM Crypto, les pros. Guillaume Sommerer. Le futur a trouvé son rythme de croisière, c'est le vendredi après-midi, les pros des cryptos. Bienvenue à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Nos talents cette semaine qui nous accompagnent. Claire Balva, elle est la directrice générale de Ladan. Ladan qui vient de fêter son 6e anniversaire. Bienvenue Claire, on est ravis de vous retrouver. Et avec nous aussi cette semaine, Thibaut Boutroux, le directeur général de Meria. Il est présent ici à Paris en cette fin de semaine. Bienvenue Thibaut, ravi aussi de vous retrouver. On va parcourir ensemble dans un instant toutes les grandes actus de la semaine et il y en a beaucoup encore des actus crypto cette semaine. Mais d'abord, le Bitcoin. On est à 67 000 $ et quelques là sur le Bitcoin en ce vendredi après-midi. Vincent Gann est avec nous, analyste technique indépendant. Bonjour Vincent. Bonjour Guillaume. Bon, le Bitcoin qui aura perdu quand même 50% depuis ses plus hauts, depuis ses records historiques de l'année dernière. Est-ce que c'est suffisant pour, selon vous, argumenter en faveur de la fin de ce marché baissier ? Effectivement, pour être précis, moins 52% entre le record à 126 000 $ en octobre dernier et les 60 000 $ de vendredi dernier, le vendredi 6 février. Est-ce suffisant pour dire que le marché baissier cyclique est déjà terminé ? Alors je dis déjà parce que ça peut sembler un peu court, ça fait 4 mois de marché baissier. Et lorsqu'on compare cette durée de 4 mois à la moyenne des bear markets du passé, ça peut paraître un peu court. Donc sur l'aspect temporel, je vais vous répondre par la négative. Par contre, sur l'aspect prix, là c'est plus intéressant parce qu'il y a une partie du chemin importante qui a été faite. Ce que l'on sait sur les drawdowns du passé, les drawdowns des bear markets du passé, marché baissier cyclique, c'est qu'il est important, ce drawdown, mais il est aussi décroissant d'un marché baissier à l'autre. Moins 52%, c'est beaucoup. Et on est censé attendre, d'un point de vue statistique, plutôt moins 65, moins 70%. Donc toujours en partant des 126 000 $. En fait, lorsque moi je fais un peu un tour d'horizon de toutes les approches, que ce soit on-chain, statistique, cyclique, technique, à propos de ce marché baissier dans le cadre du cycle de 4 ans, c'est davantage la zone des 50 000, 55 000 $ qui apparaît le plus souvent pour envisager la fin du marché baissier. Donc, vous voyez, 60 000 $ la semaine dernière, on n'est pas loin, mais je pense qu'il manque encore davantage de baisse quelque part dans cette année avant vraiment qu'on puisse établir un point bas majeur pour repartir sur un nouveau cycle haussier. Et pendant ce temps, où en sont les altcoins alors qu'elles sont restées très largement en retrait du Bitcoin ces derniers trimestres lors du dernier bull run? Est-ce que là, les altcoins, avec la chute du Bitcoin, rattrapent un peu leur retard, Vincent? Oui, alors là, c'est vrai que c'est un peu une question un peu difficile. Les alts, elles sont baissières pour la plupart d'entre elles depuis 2022. En fait, elles ne se sont pas remises du cycle précédent. Pour les plus fortes, même baissières depuis décembre 2024, en fait, dans quelques semaines qui ont suivi la victoire de Trump à l'époque à l'élection présidentielle. Certaines, maintenant, les plus faibles sont même délistées. En fait, c'est assez sain ce qui se passe. Moi, selon moi, c'est cette année 2026 qui verra la stabilisation au point bas des alts qui ont une vraie valeur fondamentale, qui ont un vrai usage fondamental, qui ont une vraie reconnaissance institutionnelle. Donc oui, effectivement, elles botomisent. Certaines commencent même à latéraliser tout en bas. Donc je regarde d'un point de vue technique, par exemple, la dominance du Bitcoin est toujours dans une configuration qui laisse penser que cette dominance pourrait baisser ces prochains mois. Ça, c'est favorable aux alts, mais encore une fois, il faut qu'elles aient du bon fondamental et puis une utilisation institutionnelle réelle. Je terminerai simplement un mot sur le jeton Ethereum. Je vous ai donné une zone de DCA, de dollar cost averaging sur Bitcoin autour des 50 000 $. Pour le jeton Ether, c'est davantage l'intervalle entre 1000 et 1500 $. Et là, franchement, si on croit au crypto à long terme, il faut se repositionner. Merci Vincent Gann qui se mouille à chaque fois. Merci, c'est le cas de le dire d'ailleurs. Avec la pluie qui nous est terrible quand même. Vincent, analyse technique indépendant, la pluie sur les cours du Bitcoin. On reviendra donc sur l'hiver crypto qui semble avoir démarré. Enfin, l'hiver crypto, est-ce que vraiment c'est un vrai hiver crypto? Généralement, ça dure 1 an et demi, 2 ans. Est-ce qu'on est parti pour 1 an et demi, 2 ans comme ça? On posera cette question bien sûr. On parlera de cette IPO on-chain Lease. C'est l'intégration en fait des blockchains et des tokens au sein de la bourse traditionnelle à laquelle on assiste. Une étape clé que nos pros vont nous expliquer. Ça a eu lieu cette semaine. On parlera d'Ethereum, l'IA bientôt embarquée, peut-être dans la blockchain d'Ethereum, dans ses usages. Vitalik Buterin, en tout cas, a dévoilé sa vision de l'avenir d'Ethereum dans un monde d'intelligence artificielle. Et puis les entreprises crypto, elles, qui comptent les jours. 1er juillet prochain, tous les acteurs devront obligatoirement être conformes à MiCA, 1er juillet prochain. D'ailleurs, l'AMF a fait une piqûre de rappel cette semaine. Est-ce que beaucoup de monde risque peut-être de devoir cesser son activité? Parce que l'AMF propose la cessation ordonnée des activités de ceux qui ne seront pas conformes à MiCA. On posera dans un instant cette question à nos pros. Nos pros libéreront la parole. C'est les pros des cryptos le vendredi et tout le week-end en podcast série Play. C'est parti. BFM Business, BFM Crypto, les pros.
Avec donc Claire Balva, directrice générale de l'ADAN. Bonjour Claire. Bonjour Guillaume. Ravi de vous retrouver après une longue soirée hier. Vous avez fêté vos 6 ans. L'ADAN a fêté ses 6 ans. Il est avec nous aussi. Thibaut Boutroux. Salut Thibaut. Bonjour Guillaume. Directeur général de Meria. Ravi de vous retrouver l'un et l'autre. La chute du Bitcoin cette semaine, ça s'est un peu stabilisé quand même. On est entre 60 et 70 000 dollars selon les jours. Qu'est-ce que cette semaine nous aura appris des dynamiques qui ont nourri la chute ces dernières semaines, de où on en est? Voilà. Comment vous vous sentez à l'issue de cette semaine qui aura au moins permis, Claire, de stabiliser le cours du Bitcoin? Écoutez, Guillaume, je le répète souvent sur votre plateau depuis des années, mais je regarde en réalité peu les cours au quotidien. Et donc cette émission le vendredi est pour moi l'occasion de les regarder effectivement et les analyser un petit peu, même si, encore une fois, je vois souvent des mouvements de panique lorsqu'il y a une baisse et des mouvements d'euphorie lorsqu'il y a une hausse. Donc moi, j'encourage tout simplement les téléspectateurs à garder la tête la plus froide possible. Quand ils investissent dans Bitcoin, il faut se faire un plan de sortie, se demander ce qu'on veut et s'y tenir, et surtout ne pas céder aux sirènes de l'euphorie. Moi, je me souviens, il y a quelques mois, on se disait ça va monter jusqu'à 200 000, 300 000, 1 million. Quand tout le monde commence à dire ça, c'est peut-être justement qu'il faut commencer à vendre. Et à l'inverse, maintenant qu'on voit cette baisse, on commence à voir des profils très aguerris qui sont dans Bitcoin depuis plus d'une dizaine d'années, qui commencent à réinvestir. Et donc, si vous voulez commencer à réinvestir dans Bitcoin, c'est peut-être justement maintenant qu'il faut se poser la question. Voilà, et ça reste une question en l'occurrence. Qu'est-ce que cette semaine de stabilisation qui nous aura permis peut-être de regarder les choses avec plus de hauteur, de distance, vous aura appris Thibaut? Ça marche dans les deux cas. Non, ce qu'on peut voir, si on regarde un peu ce qui s'est passé sur les métriques on-chain, donc ce qu'on peut suivre dans la blockchain, on voit qu'effectivement, il y a eu beaucoup de mouvements sur la partie de début janvier jusque début février. Et là, ça fait une petite semaine où on commence à avoir un peu une accalmie ou des mouvements qui sont avec un petit peu moins d'amplitude. On voit globalement un peu la même typologie. Ce qui est assez intéressant, c'est de voir que les gros détenteurs de crypto, ou alors ce qu'on appelle les détenteurs à long terme, donc ceux qui en détiennent déjà depuis un certain temps, en réalité, ils bougent pas trop leur position et ils restent plutôt sur leurs convictions. Ils n'ont pas forcément beaucoup vendu. Ils ont même parfois plutôt profiter pour accumuler. Et là, en fait, où on voit beaucoup de variations, c'est plutôt sur les détenteurs à court terme ou sur les plus petits porteurs. Donc, ça nous dit aussi quelque chose sur ce marché. Ceux qui ont leurs convictions restent en place et évidemment, ceux qui viennent un peu plus par opportunisme sont un petit peu moins préparés ou un petit peu moins sereins dans ces phases de volatilité. Et forcément, dans ces phases de volatilité, nos auditeurs sont extrêmement réactifs et nous interrogent. On a reçu cette question cette semaine d'un de nos auditeurs sur le Félix BFM Crypto, Matt09. Est-ce le début, je vous cite sa question, est-ce le début d'un hiver crypto qui durera 1 an et demi, 2 ans comme les précédents, ou juste un orage qu'on est en train de vivre là au milieu de l'été? Je sais pas. Thibaut. C'est la question que tout le monde se pose depuis un certain temps. Est-ce que les cycles historiques existent toujours? Est-ce qu'ils vont se reproduire? En réalité, c'est que des cycles, il y en existe toujours, mais ils ont plus la même forme, ils sont plus tout à fait drivés par les mêmes indicateurs. On a un marché qui est différent des cycles précédents, avec des nouveaux acteurs, les institutionnels, etc., qui regardent pas forcément les mêmes choses. On a un contexte macro aussi qui est particulier. Donc, je lisais une analyse qui était intéressante, qui disait que en fait, les cycles historiques, ils existent toujours parce qu'ils sont des repères psychologiques. Donc, ils ont toujours une incidence de par ce qu'ils représentent psychologiquement pour les investisseurs. Mais en réalité, à côté de ça, il y a une multitude aujourd'hui d'autres facteurs macro qui se positionnent, qui sont regardés. Et comme on a une diversité aussi dans les détenteurs de crypto, forcément, on peut avoir des fois des patterns ou des comportements qui ne sont pas tout à fait les mêmes que ceux qu'on a eu sur les cycles précédents. Donc, les cycles, comme on les a connus, pour moi, n'existent plus. Par contre, on pourra toujours avoir des cycles qui sont un peu plus ponctuels et qui sont drivés par d'autres indicateurs. Alors, oui, Claire. Non, je suis d'accord avec Thibaut. Moi, j'ajouterais que finalement, un bear market avec un Bitcoin à 70K, on en aurait sans doute rêvé dans les années qui précédaient. Et moi, je vois en tout cas que les cours ne sont pas assez bas pour décourager les agresseurs d'aller faire des tentatives de kidnapping. Donc, c'est qu'a priori, l'hiver crypto n'est pas si dur ou reste en tout cas assez intéressant d'un point de vue business. Oui, parce qu'il y a encore des agressions. Là, en 24 heures, il y a 3 ou 4 agressions ou tentatives d'agression qui ont encore été recensées dans l'écosystème, effectivement. Alors, les acteurs crypto, cotés en bourse, il y en a quelques-uns. Coinbase en fait partie. On verra à l'ouverture de Wall Street tout à l'heure ce que fait Coinbase. Ce sera à vivre d'ailleurs sur BFM Business, dans BFM Bourse, chaque jour, l'ouverture des marchés américains, 15h30 ici, hors de Paris. Coinbase, tout à l'heure attendu, qui ont publié, évidemment, c'est la star des cryptos à Wall Street. Ce sera suivi comme le lait sur le feu avec cette année 2025 très positive pour Bitcoin, mais la fin d'année et le début 2026 plus compliqué. Qu'est-ce que vous retenez de ce qu'annonce Coinbase dans cette publication et les perspectives annoncées aujourd'hui, Thibaut? Les résultats sont décevants et en deçà des attentes d'un point de vue chiffre, ce qui n'est pas forcément une
une énorme surprise. Après, moi, ce que j'ai trouvé intéressant, c'est si on regarde un peu en détail ce qui s'est passé, il y a quand même beaucoup d'arguments qui sont encourageants. Il y a beaucoup de choses qui sont en train de se passer chez eux. Ils ont une diversification de services avec beaucoup de choses qui sont en train de prendre le pas et qui les rendent un petit peu moins dépendants du marché. C'est assez marrant parce que sur les derniers trimestres, on les a beaucoup comparés à Hyperliquid, notamment en termes de revenus, en disant Coinbase, c'est une grosse structure, ils sont très lourds et en fait, en bénéfice par employé, finalement, ils sont pas très performants par rapport à Hyperliquid. Et là, on regarde que finalement, quand le marché est un petit peu plus en difficulté, on voit que la solidité, la robustesse de Coinbase et tout le travail de diversification qu'ils font depuis un certain temps, ils payent parce que là, Hyperliquid, forcément, avec la baisse des cours, sont beaucoup plus impactés. Donc, il y a encore beaucoup de choses à regarder, mais en tout cas, ils sont dans cette phase de transition. Ils ont une trésorerie qui est hyper confortable, donc il leur permet de la gérer correctement. Donc moi, j'ai plutôt vu ça d'un bon œil, ce qui s'est passé là. Et d'ailleurs, c'est un peu la stratégie qui est en train d'être copiée ou en tout cas regardée par beaucoup d'autres acteurs crypto. Oui, et cette hybridation, donc Coinbase qui a fait le choix de la bourse traditionnelle pour trouver sa valeur, son prix, cette hybridation entre les cryptos et la finance traditionnelle continue d'avancer. On a eu cette semaine un moment fort. Ça s'est passé donc il y a quelques jours, c'était avant-hier. La première IPO on-chain, l'IPO de Lease. Pourquoi est-ce une étape significative là, qui vient de se produire, Claire? Alors, je veux juste nuancer un peu la nouvelle, qui effectivement est une grande nouvelle, mais on ne parle pas exactement de l'IPO de Lease, mais de l'IPO d'une société sur Lease. Et donc, Lease va effectivement aider au cours du premier semestre une société dont on n'a pas encore le nom à faire son IPO de manière entièrement tokenisée. Donc, ce sera la première société qui sera entièrement tokenisée, c'est-à-dire que le token ne sera pas juste un reflet de l'action, comme on peut le voir parfois avec la tokenisation déjà existante, mais là, c'est vraiment une entrée en bourse, une IPO qui va se faire nativement via des tokens. Et donc, c'est vraiment une première et ça va permettre de gagner en efficacité, d'avoir plus de liquidité, d'avoir plus de rapidité dans ces processus. Donc, on va suivre ça avec attention, évidemment, et je pense que quand on aura le nom de la société et que l'IPO sera effective, on en reparlera sur ce plateau. C'est ça, mais on aura de la blockchain dans la bourse traditionnelle, quoi. Il y aura Lease, une blockchain Exactement. en IPO, quoi. Enfin, même si cette blockchain portera une société autre, bien sûr. Ouais. Exactement. Ce sera super intéressant. C'est un extraterrestre qui débarque dans la finance tradi, là. Une IPO, donc, on-chain. Intéressant. On a le calendrier ou pas? C'est pas encore complètement clair. Dans quelques semaines, on imagine. Mes informations me disent au cours du premier semestre, mais j'ai pas de date. Les cryptos qui donc changeront et changent déjà la finance traditionnelle, et l'IA qui, elle, va changer, l'IA, la crypto. L'IA sera-t-elle l'ami des cryptos? D'ailleurs, ça reste une question. Dans la tech, elle a pris des budgets. L'IA qui aurait pu aller dans les cryptos, et oui, et à long terme, elle pourrait rendre service quand même à votre écosystème. Thibaut, Claire, votre écosystème, vous tous qui nous suivez. Il ne faut pas voir l'IA comme une ennemie des cryptos. Bien au contraire. Vitalik Buterin, d'ailleurs, estime qu'Ethereum a un avenir commun avec l'IA. Il a livré sa vision d'Ethereum intégrant l'intelligence artificielle. Ça ressemblera à quoi, Thibaut? Déjà, de toute manière, l'IA est une couche technologique, donc a priori, les couches technologiques peuvent s'interposer. Donc, effectivement, oui, naturellement, la blockchain et l'IA vont être amenées à un moment donné à travailler ensemble. De quelle manière ça va définir? Donc, c'est un peu la vision qu'a posé Vitalik Buterin, où il présente un avenir d'Ethereum où en fait Ethereum devient la couche économique pour accompagner en fait l'IA et son interaction avec la crypto. Donc une couche qui va permettre de manière totalement indépendante et en toute neutralité de permettre à des bots ou à des agents IA d'interagir entre eux. Dans un environnement qui est totalement décentralisé, avec une certaine privacy qui est respectée. Donc c'est toujours à l'image de Vitalik, c'est-à-dire que c'est une vision qui est très futuriste, parfois pour certains un peu idéaliste. J'ai vu aussi quelques critiques qui étaient faites notamment sur le fait que c'était aussi le bon moyen de créer un peu de hype autour d'Ethereum en surfant un peu sur la vague IA, même si Vitalik n'est pas du tout connu pour ce genre de pratique, mais en tout cas pour beaucoup ça a été interprété comme ça. Donc finalement, à son habitude en tant qu'ingénieur philosophe, il nous a fait une grande démonstration qui est tout à fait intéressante, mais à ce stade c'est assez difficile de voir concrètement comment ça va se matérialiser. Mais il n'arrête pas de bâtir quand même, ou bâtir des idées en tout cas, mais on a le sentiment qu'Ether et Ethereum sont en train de devenir l'étoile de la mort. Vous savez, dans Star Wars, c'est ce vaisseau qui traverse l'univers tout en étant en reconstruction permanente, un chantier permanent qui traverse comme ça l'univers. Ether, c'est un peu ça. Ethereum, c'est un peu ça. Vitalik, il met plein de chantiers sur la table et il a annoncé d'ailleurs, il y a quelques jours aussi, une refonte des couches secondaires, les fameux Layer 2 qui, à ses yeux, ne rapportent pas assez. Malgré leur succès, ça ne permet pas au cours d'Ether d'en profiter pleinement. En quoi va consister ce changement sur les Layer 2, Claire?
réalité, ce qu'ils leur reprochent, c'est pas tellement de ne pas faire monter le cours de l'Ether, c'est plutôt de ne pas fonctionner en harmonie, d'être un peu trop centralisé et d'ajouter en complexité sur le réseau Ethereum. Et donc, alors même que pendant des années, Vitalik Buterin a été le grand avocat de cette solution, d'avoir des sortes de surcouches par-dessus Ethereum pour avoir plus de passage à l'échelle, de scalabilité, et de pouvoir faire passer plus de transactions sur la blockchain Ethereum, on sent qu'il en revient un peu en constatant aujourd'hui toutes les difficultés auxquelles font face les Layer 2, qui sont trop centralisées, qui dépendent systématiquement d'entités ou de fondations, qui ne sont pas toujours très efficaces, qui forcent certains protocoles à être déployés sur plusieurs infrastructures, Layer 1, Layer 2, etc. Donc tout ça finit par être assez inefficient. Et surtout, il constate qu'Ethereum va pouvoir absorber de plus en plus de transactions. Et donc, il y a une sorte de retour au Layer 1. Et ce qu'il dit, c'est que les Layer 2 peuvent évidemment continuer à exister. Mais l'idée, c'est de les spécialiser finalement sur certains sujets, typiquement l'intelligence artificielle ou autre. Et donc, on comprend un peu mieux aujourd'hui, finalement, comment vont s'organiser les Layer 2 avec des sortes de spécialisation, plutôt que des Layer 2 qui, jusqu'ici, étaient en compétition les uns avec les autres sur un usage très généraliste. Eh oui, intéressant, on sera à suivre. Mais là, pour le coup, on n'est pas dans le registre des idées, on est dans le registre du projet, véritablement. Un chantier qui. Après, les projets sur Ethereum, vous savez, ça peut prendre un peu de temps. Mais effectivement, ça finit souvent par se concrétiser. Oui. L'autre disrupteur annoncé, alors il y a l'IA, bien sûr, et puis le quantique qui va peut-être finir par arriver. Il faut rester patient, c'est une question d'année encore. Mais et si Bitcoin se faisait un jour court-circuiter par le quantique? C'est une question qu'on pose régulièrement ici. Stratégie qui a des Bitcoins ras la trésorerie. Stratégie s'inquiète d'un pétage de plomb du Bitcoin dû à des attaques quantiques et se prépare. Son PDG Michael Saylor confirme des investissements en cours et à venir pour sécuriser le réseau. Thibaut. Ouais, le quantique, c'est un peu toujours ce qu'on ramène soit quand les cours baissent beaucoup, soit quand les cours montent beaucoup. Non, donc en réalité, là, pour le coup, en plus, c'est stratégie qui l'a amené avec une approche tout à fait intéressante qui est de dire que, effectivement, le risque, il n'est pas pour demain, mais il existe à un horizon qui est à peu près dessiné à 10 ans. L'idée, c'est de construire avec ça. Il y a un enjeu qui est clair avec le quantique et c'est toute la difficulté. C'est aujourd'hui, effectivement, c'est trop tôt. Par contre, il ne faut pas prendre des dispositions quand c'est trop tard. Et donc, il y a un enjeu de timing qui est absolument primordial, qui est hyper complexe à évaluer. Et donc, l'idée, c'est de travailler. De toute façon, on sait qu'il y a beaucoup de gens dans la communauté Bitcoin qui travaillent déjà sur le sujet pour rendre Bitcoin beaucoup plus résilient par rapport à ça. Donc là, l'idée, c'est de, stratégie étant un acteur central dans cet écosystème, de travailler avec la communauté pour filer un coup de main sur ce sujet. Donc c'est important. Et il y a eu un rapport aussi qui est venu un peu contrebalancer les propos de stratégie, un rapport qui a été fait par CoinShares, je crois, qui dit que les risques sont quand même assez surestimés, où en fait, si on regarde effectivement, il y a une portion des bitcoins qui sont à risque, mais si on regarde la décomposition de cette portion, en fait, c'est sur beaucoup d'adresses individualisées. Donc en fait, le nombre de bitcoins qui sont réellement à risque par rapport à la puissance qu'il faudrait déployer, même d'un point de vue quantique, pour fragiliser le réseau, en réalité, on a encore un peu de marge. Mais la technologie évolue tellement vite qu'effectivement, le mieux, c'est de se poser les questions et d'anticiper en amont. Les pros des cryptos, c'est le vendredi. Retrouvez aussi, bien sûr, votre épisode en podcast et replay tout au long du week-end sur l'application BFM Business. Dans 4 mois et demi, tic-tac, ça s'approche. Dans 4 mois et demi, cette date majeure qui va concerner beaucoup d'acteurs crypto. Le 1er juillet prochain, tous les acteurs PSAN devront obligatoirement être conformes à MiCA. L'AMF propose même la cessation ordonnée, je cite l'AMF, la cessation ordonnée des activités de ceux qui ne seraient pas conformes à MiCA le 1er juillet prochain. Est-ce que ça risque de concerner beaucoup de monde? Claire. Ça risque de concerner à peu près la moitié des PSAN enregistrés, grosso modo. L'AMF a communiqué certains chiffres où sur les 80 ou 90 PSAN qui étaient enregistrés, un tiers d'entre eux ont un dossier en cours d'instruction. Un tiers d'entre eux ont déjà communiqué qu'ils ne demanderaient pas d'agrément ou alors qu'ils iraient le demander dans d'autres pays. Et donc, restait une incertitude sur le tiers du milieu. Maintenant, cessation ordonnée d'activité, ça fait toujours un peu peur, mais il n'y a rien d'anormal à cela, puisqu'on savait déjà depuis longtemps que l'agrément MiCA allait être une barrière très haute à franchir pour un certain nombre d'acteurs qui, donc, en toute logique, doivent arrêter leurs activités. Et quand vous êtes, par exemple, une plateforme d'échange de crypto,
arrêter l'activité, ça se fait pas juste en appuyant sur un bouton et en envoyant un courrier au greffe du tribunal de commerce. Il faut quand même s'organiser un peu, il faut rendre les crypto-monnaies aux clients, par exemple, donc ça demande des procédures bien établies. Et c'est tout à fait normal que l'AMF communique là-dessus pour inciter les plateformes à s'organiser en avance à partir du moment où elles savent qu'elles ne vont pas faire leur demande d'agrément. Oui, 1er juillet prochain, on compte les jours, Thibaut. Oui, la moitié des PSAN risque d'être concernés. Ouais, déjà, de toute manière, dans la liste des obligations d'un PSAN, il y a cette obligation de continuité. Donc, quoi qu'il arrive, je veux dire, même sans la déclaration de l'AMF, les acteurs qui ne sont pas capables de passer à l'étape de MiCA sont obligés de mettre en place des choses pour leurs clients, pour une continuité. Et ça s'est déjà vu, en fait, là, sur les derniers mois. Quand KuCoin a dû arrêter ses services en France, Bybit, etc., il y a ces plans de continuité qui ont été mis en place, qui sont assez souples pour les clients. Donc, ça se fait, globalement, ça se fait très bien. Ça s'organise, mais ça se fait très bien. Après, oui, effectivement. Alors, dans la liste des PSAN, il faut avoir en tête aussi qu'il y en a beaucoup qui ont été chercher MiCA ou qui ont déposé des dossiers hors de France. Donc on élimine aussi une partie. Par contre, effectivement, MiCA est une étape qui est très largement plus exigeante que l'étape PSAN. Donc forcément, dans le lot, on a beaucoup de petits acteurs qui auront, même avec toute la bonne volonté et toutes les compétences du monde, des ressources qui seront trop limitées pour respecter les exigences de MiCA. Donc c'est certain qu'il va y avoir une épuration de marché. Elle est nécessaire à ce stade de structuration. Elle est frustrante pour l'innovation parfois. Après, ce qui est compliqué, c'est qu'on a des dossiers qui avancent à des rythmes qui sont différents. On a un régulateur aussi qui, malgré toute sa bonne volonté, est aussi en sous-effectif en France. On peut comparer aujourd'hui les effectifs de l'AMF dédiés au sujet crypto par rapport aux régulateurs pays-bas ou allemands, par exemple. On est largement sous-staffé à ce niveau-là. Et donc, forcément, ça rajoute aussi de la durée sur les dossiers français. Et c'est aussi pour ça qu'on voit certains dossiers, notamment les dossiers historiques. C'est le cas pour Meria, c'est le cas pour CoinHouse, pour Paymium. Tous ces acteurs français historiques, on est tous en cours de process depuis un certain temps. Il y a un bouchon. C'est pas un sujet qu'on a oublié. Pour la plupart, on a déposé nos dossiers il y a déjà de nombreux mois, mais forcément, ça prend un petit peu de temps. Ouais. Oui, c'est vrai que l'AMF communique parfois sur des délais d'instruction de l'ordre de 3 à 6 mois. Dans les faits, on constate quand même que les acteurs mettent plutôt 6 mois à 1 an pour obtenir leur agrément. Donc c'est quand même assez long. Et voilà, quand vous dites Guillaume, tic-tac, tic-tac, voilà, le chronomètre est en marche. Il est en marche évidemment pour les acteurs crypto qui ont déjà fait leur demande d'agrément, mais il est aussi en marche pour l'AMF qui, je pense, a très envie de délivrer des agréments avant la deadline du 1er juillet. Et effectivement, tous les acteurs qui n'ont pas encore déposé leur dossier, là on est le 13 février, on commence à arriver dans une zone de risque très très importante pour pouvoir avoir son agrément au 1er juillet. On espère que beaucoup d'acteurs crypto continueront de compter dans cet univers et on espère que la France elle-même continuera de beaucoup compter dans l'univers crypto mondial. On espère que les cryptos aideront la France en retour. Tiens, par exemple, les cryptos peuvent-elles aider certains grands groupes français à trouver plus de rentabilité? EDF, le minage, tout n'est pas foutu. Alors évidemment, c'est pas ça qui va régler tous les problèmes d'EDF, très loin de là. Mais quand même, cette question du minage de l'électricité en France, Xavier Niel pourrait, c'est ce qu'on a vu passer cette semaine comme info, The Big Whale d'ailleurs, Xavier Niel pourrait participer à l'opération de rachat d'Exaion par l'américain Mara, histoire de franciser un peu cette histoire et de la faire un peu mieux passer politiquement. Comment ça se passerait? Qu'est-ce que ça changerait, Claire? On n'a pas beaucoup d'informations sur les modalités, en réalité, mais ce qu'on comprend, c'est qu'ici, Xavier Niel viendrait résoudre le gros problème du financement, puisqu'on a en France quand même des mineurs qui seraient capables d'apporter leur expertise pour cette opération, mais tout l'enjeu, c'est d'arriver à trouver un financeur français ou à minima européen qui puisse participer à l'opération pour éviter qu'elle ne passe entièrement sous pavillon américain. Donc on comprend que Xavier Niel, qui aurait le capital suffisant, pourrait être intéressé, mais l'enjeu évidemment c'est de savoir quelle proportion du capital il prendrait, avec qui il s'associerait, est-ce qu'il y aurait des mineurs français ou européens dans cette offre-là qui s'associeraient, pourraient apporter leur expertise, parce que une fois que Xavier Niel a racheté, la vraie question c'est qui y a derrière pour faire tourner les machines, et est-ce qu'on met en place vraiment une filière française et européenne du minage? Et ces questions-là aujourd'hui, elles n'ont pas de réponse. Oui, c'est un enjeu énergétique, les cryptos. C'est bien sûr aussi, on en parle régulièrement ici, un enjeu géopolitique. Parfois l'angle mort de la finance d'ailleurs. Il reste des crypto-transactions avec des pays bannis comme la Russie, l'Iran, même la Corée du Nord. Eh bien rien n'échappe à Bruxelles. En tout cas, Bruxelles aimerait que rien ne lui échappe. L'Union européenne veut désormais interdire toutes les crypto-transactions avec la Russie.
Comment on s'y prendrait? C'est quoi le sujet, Thibaut? Ouais, j'avoue que j'ai pas trop compris la déclaration qui a été faite à ce niveau-là, surtout sur la partie crypto, puisque en réalité, en pratique aujourd'hui, toutes les plateformes qui sont régulées en Europe ne peuvent avoir aucune interaction ni avec des clients russes, ni en direction de plateformes russes. Donc a priori, le risque il est déjà plutôt bien encadré. Après, là, si on parle de empêcher les particuliers de le faire de pair à pair depuis leur self-wallet, là, on est confronté à un autre problème qui est plutôt d'ordre technique et j'ai un peu de mal à voir comment ça peut s'articuler. En tout cas, effectivement, la Russie utilise aussi les cryptos, comme tous les pays. Est-ce qu'ils l'utilisent pour contourner réellement les sanctions? Il y avait déjà eu des cas dans le passé où ça a été relevé. En réalité, ce qu'on avait vu, c'est que les volumes, ils étaient quand même relativement réduits. Donc oui, évidemment qu'il faut regarder et pas que n'importe quoi soit fait. Dans toute la communication qui a été faite, j'ai pas trop compris pourquoi ça a été glissé là. C'est les pros des cryptos. Chaque vendredi, c'est la 6e saison des pros des cryptos. Là. C'est le 6e anniversaire de l'ADAN, de Claire. Et de l'ADAN, donc vous êtes la directrice générale. Claire, vous avez bien fêté ça hier soir. 6 ans d'ADAN. Vous servez à quoi l'ADAN? Tiens, c'est l'occasion de le rappeler. Et quel bilan, quel projet aussi pour l'avenir? Alors l'ADAN, c'est la Fédération professionnelle des entreprises du secteur crypto. Donc on a une centaine d'adhérents qui sont des entreprises principalement françaises et européennes qui travaillent sur les sujets liés aux cryptoactifs. Et donc notre objectif, c'est de porter l'attractivité de ces sujets et de l'Europe au sein du secteur international en général. Donc pour ça, c'est beaucoup d'acculturation, c'est du lobbying auprès des régulateurs, auprès des politiques, à la fois au niveau français et européen, puisqu'on est présent également à Bruxelles. Alors en ce moment, je ne vous cache pas qu'on est très mobilisés, surtout sur les sujets de sécurité, qui ne sont pas des sujets très drôles, mais voilà. Quand la sécurité ne va pas, tout le reste semble être un peu futile. Donc voilà, la première mesure pour l'attractivité de la France et de l'Europe, c'est d'abord la sécurité des professionnels. Et ensuite, on a beaucoup de sujets, parmi lesquels Bitcoin, les stablecoins, la tokenisation, l'hybridation entre les banques et la crypto. Voilà, tous les sujets qui nous occupent ici sur ce plateau depuis plusieurs années déjà. Voilà, et vous avez encore du pain sur la planche pour la suite. C'est Claire Balva qui nous accompagne régulièrement, directrice générale de l'ADAN. Merci beaucoup Claire d'être venue nous rejoindre cette semaine avec Thibaut Boutroux, directeur général de Meria. Cet épisode des pros des cryptos est disponible en podcast et replay. Puis lundi dès 15h, vous retrouverez bien sûr le club BFM Crypto. C'est du lundi au jeudi avec Sandra Gandouin. Bon week-end à tous. BFM Business, BFM Crypto, les pros.